Je vais commencer par une citation. Quel avenir qu'on lui prédise, le néo-thomisme est aujourd'hui en pleine force et en plein accroissement. Les publications et les cours se multiplient où l'on enseigne à nouveau la doctrine de saint Thomas et où on la confronte avec la philosophie moderne, dans le but avoué de montrer l'insuffisance de la seconde et la supériorité de la somme théologique sur les plus célèbres systèmes contemporains. Cette reviviscence singulière d'une pensée fossile, la persévérance et l'ardeur de ces interprètes actuels méritent qu'on s'en inquiète fortement et autrement que par des simples chroniques. Il n'y a point à s'y méprendre. Le néo-thomisme est la forme philosophique de la réaction à laquelle nous assistons en politique comme en littérature, la réaction s'insinuant là où on l'aurait cru le moins capable de pénétrer. J'avais sous-titré à la base la conférence « L'école de Louvain, la réaction catholique au tournant sociologique ». Cette citation est tirée du Mercure de France de 1898 et elle a fait le bonheur du cardinal Mercier, qui l'a repris quelques semaines plus tard dans son édito de sa revue, la revue de Néoscolastique. Et pourquoi elle a fait son bonheur? Parce que ce cri d'alarme, en réalité, de ses adversaires, pouvait convaincre que son entreprise était un succès. Et voilà ce qu'il dit dans son édito. « De l'aveu même de mes adversaires, il faut désormais compter avec la philosophie scolastique. Tant mieux, convaincus de la vérité et de la puissance de nos idées, nous travaillons à les répandre dans tous les milieux. » C'est-à-dire qu'à Louvain, dans ce tournant 1900 que Grégory Lefkovitch a évoqué hier, dans ce bouillonnement d'idées qui donne naissance, prenons les catholiques sociaux, à l'école scientifique, au socialisme juridique, aux États-Unis au pragmatisme, en Belgique à la naissance de l'école de Bruxelles, eh bien il va se passer quelque chose de très différent à Louvain au même moment, c'est la réaction néo-thomiste. Et le but de cette conférence est de venir expliquer pourquoi on a pu en arriver à une chose aussi étonnante qu'au début du XXe, fin 19e, début 20e, on renouvelle la pensée thomiste médiévale quelque part à Louvain, qui était quand même une université avec une certaine influence à l'époque. Si j'avais eu ma vraie conférence, j'avais énormément de matière pour démontrer que l'école de Louvain résistait parfaitement aux critères qui ont été émis hier et que donc c'était une vraie école. Pour le dire, quels sont ces critères? Eh bien, j'en prends 4. L'école de Louvain a un acte de naissance bien établi et très fort. Il s'agit de 2 encycliques papales. Il s'agit de l'encyclique papale Aeterni Patris, qui a été publiée par Léon XIII en 1879, et qui est l'acte de fondation même, on peut le dire comme ça, de l'Institut supérieur de philosophie à Louvain. La seconde encyclique est Rerum Novarum, encyclique très célèbre, de 1891, et qui, elle, va être à la base de la fondation de l'école des sciences politiques et sociales adossée à la faculté de droit de Louvain, et cela de manière concomitante. On a aussi un fondateur, 2 fondateurs bien identifiés de cette école de Louvain, le cardinal Mercier, pour l'Institut supérieur de philosophie, et son disciple juriste Victor Brans, pour cette école de sciences politiques et sociales. On a aussi une doctrine qui est parfaitement établie et définie, c'est celle, on l'a dit, du thomisme. Et donc, ancienne doctrine parfaitement déjà établie, et que les juristes de Louvain vont se saisir, la revendiquer et l'appliquer. Et par ailleurs, les adversaires de l'école de Louvain, d'ailleurs, diront explicitement à l'époque que c'est une école, que c'est l'école de Louvain et que c'est l'école thomiste rétrograde. Donc ça, c'est très clair pour tout le monde. Donc non seulement les louvanistes se revendiquent le terme d'école tout de suite, en fonction de ces critères d'ailleurs, est-ce qu'ils les connaissaient, peu importe, et leurs adversaires, évidemment, les reconnaissent aussi en tant que école bien identifiée. Et 4e point, on a avec cette école de Louvain une vraie visée politique et agonistique, dont on a parlé aussi hier, notamment pour l'école de Bruxelles.
Et quelle est cette visée politique et agonistique? Eh bien, c'est de remettre l'Église catholique au centre de la science, des progrès de la science, des recherches scientifiques, via la méthodologie, mais qui n'existe sans doute pas, peu importe, de saint Thomas, et aussi au centre de la question sociale. C'est aussi lutter contre le positivisme, lutter contre la sociologie, et c'est enfin lutter contre l'école de Bruxelles. Alors, vous l'avez certainement reconnu, le personnage derrière moi est, grâce à tout ce qu'a dit Arno Waal-Wenneberg, c'est, vous l'avez reconnu, Ganso van der Merch, parce que cette conférence, de manière un peu étrange, je crois que c'est peut-être la seule durant ce colloque, durant ce congrès, je vais parler de l'école de Louvain pour en dire le plus grand mal, évidemment, puisque c'est l'adversaire de notre école de Bruxelles. Et donc je suis très heureux de parler, évidemment, sous la protection et l'approbation de Ganso van der Merch. J'aurai donc 2 points. Le premier est de l'école des philosophes à l'école des avocats de Saint-Thomas. Je vais expliquer pourquoi. Et puis le deuxième, qu'est-ce que c'est de faire du thomisme en faculté de droit? Alors, cet institut supérieur de philosophie, fondé à partir de l'encyclique Aeterni Patris, c'est le moment dans Aeterni Patris où Léon XIII appelle, et même exige d'ailleurs, la restauration de la philosophie thomiste comme doctrine officielle de l'Église catholique. Et il prend toute une série d'initiatives à cet effet, notamment, par exemple, la demande d'une édition critique de l'ensemble des œuvres de Thomas d'Aquin aux Dominicains, et c'est une œuvre qui continue actuellement, d'ailleurs, cette édition critique, donc ça fait plus de 100 ans qu'elle est commencée. On appelle ça, dans le jargon, l'édition léonine, et elle est vraiment une des références en matière d'édition scientifique. Ils fondent aussi à Rome l'Académie Saint-Thomas, dont la présidence est offerte aux frères du pape en personne. Et le jour de Noël 1880, oui, le jour de Noël 1880, Léon XIII adresse un bref au cardinal de Malines et au recteur de l'université de Louvain et leur dit qu'il demande, avec une grande insistance et qu'il sait que ses fils feront tout pour lui faire plaisir, l'érection d'une chaire de philosophie de saint Thomas à l'université de Louvain. Et évidemment, le conseil épiscopal et le conseil rectoral vont s'incliner devant la demande de sa sainteté, le pape. Elle sera confiée à Désiré Mercier parce que le but est de faire à Louvain le centre, en tout cas un des centres névralgiques les plus importants de la restauration thomiste en Europe et dans le monde. L'objectif de cette chaire, qui va très rapidement se transformer en institut, est de rapprocher la doctrine thomiste des questions sociales et des progrès de la science la plus contemporaine. Et alors, c'est tellement important à Louvain que pendant ce cours, cette chaire de philosophie de Saint-Thomas d'Aquin, aucun autre cours ne peut être donné dans Louvain. Aucun. Tous sont suspendus pour que les professeurs, dans leur ensemble, et les étudiants puissent venir écouter le cardinal Mercier faire la théologie à genoux de Saint-Thomas d'Aquin. Alors, on fonde cet institut supérieur de philosophie à Louvain au même moment où apparaît, par exemple, à Louvain, à Bruxelles, l'Institut Solvay dont on a parlé hier, ou des instituts de sociologie en France. Donc c'est tout à fait étonnant d'un point de vue institutionnel de voir le décalage complet qui se joue entre Louvain et le reste du monde. L'Institut supérieur de philosophie va se doter d'un organe de propagande, hein, ils le disent comme ça, un programme doctrinaire, qui est la revue néoscolastique de Louvain, et dont le but est que c'est bien de rapprocher le développement harmonieux des sciences avec la non moins harmonieuse philosophie thomiste, ce qui correspond à la demande de Léon XIII. Et donc cette philosophie de saint Thomas, de manière tout à fait extraordinaire, va être à Louvain comme une sorte, je sais pas moi, une sorte de Gulf Stream qui vient réchauffer tous les réactionnaires catholiques et les porter les penseurs et leurs idées de la manière la plus assurée possible. Alors, c'est ce rapprochement entre doctrine thomiste
et découvertes scientifiques les plus contemporaines, qui fait qu'on appelle cela, dit le cardinal Mercier, néoscolastique. Et il le dit, on ne fait pas de scolastique à Louvain, on fait tout autre chose. Et ce tout autre chose, c'est la néoscolastique. Et qu'est-ce que la néoscolastique? C'est ce rapprochement. Et il dit, il concède, nous sommes tout à fait prêts à abandonner les théories vraiment thomistes et scolastiques qui vraiment n'auraient plus de rapport avec les découvertes les plus contemporaines. L'école néoscolastique n'est pas seulement défensive, elle n'est pas comme retranchée, puisqu'ils aiment les métaphores médiévales, elle n'est pas comme retranchée dans un château fort d'où on jetterait des boulettes de machicoulis sur les assaillants contemporains. Non, non, elle est aussi agressive. Elle vise à remettre en cause le cartésianisme, elle vise à remettre en cause le kantisme, elle vise à remettre en cause surtout le positivisme. Alors c'est le point sur lequel je vais quand même donner un mot un peu plus important, parce que pourquoi ça concerne les juristes? Ça concerne les juristes au premier plan parce que quasi tous les personnes, les premiers formés en licence en philosophie de saint Thomas et docteurs en philosophie de saint Thomas sont des juristes. Alors je donne très vite leur nom parce qu'ici on rentre au cœur d'un réseau vraiment très impressionnant en Belgique. On a Théodore Fontaine, Léon de Lanster, Isidore Mauss, Jean Halleux, Georges de Crane, Simon de Ploigne, Maurice de Fourny. Et j'en oublie certainement, ma mémoire n'est peut-être pas revenue sur tous ces noms. Ceux-là font partie de la Société philosophique de Louvain, dont le but est vraiment de créer un foyer de morale religieuse qui va inspirer la jeunesse et tous les milieux catholiques de Belgique. Il y a une société d'étudiants, dont l'une des sections est celle de philosophie du droit et de droit social. Et c'est très impressionnant, vous savez, parce que ces gens vont essaimer dans toutes les facultés de droit. Léon de Lanster, de Fourny, de Ploigne, Fontaine vont être professeurs de droit à Louvain. De Crane et Craet à la faculté de droit de Lille. Halleux à la faculté de Gand. Isidore Mauss fera carrière au ministère comme directeur général de l'administration du ministère de la Justice. À cela s'ajoutent comme conférenciers des professeurs de faculté de droit qui viennent à l'Institut supérieur de philosophie, Victor Brandt, Cyril Van Overberg, Maurice Batz, Édouard Descamps. J'ai insisté pour donner tous leurs noms, par ailleurs, et je continue parce que c'est, en plus de ça, un réseau politique très puissant. Nous avons, par exemple, Simon de Ploigne et Descamps sont sénateurs. Charles Delecourt est ministre de l'Intérieur. Jean Van de Heuvel est ministre de la Justice. Isidore Mauss, je viens de le dire, directeur général du ministère de la Justice. Léon de Lanster va succéder à Jean Van de Heuvel comme ministre de la Justice. Et à cela s'ajoute, je viens ajouter, Émile Vliegberg, qui était professeur à Louvain et qui était ministre de l'Agriculture. Or, la Belgique, à ce moment-là, était frappée par une très dure crise agricole. Ce ministre de l'Agriculture donc, va fonder le Boerenbond, qui est un mouvement extrêmement puissant agricole en Belgique, totalement conservateur et formé en gros sur la cellule familiale catholique. Alors, qu'est-ce que ça donne ça, le thomisme en faculté de droit? Eh bien, en gros, je viens de démontrer qu'ils sont totalement imprégnés par ce thomisme. Ils le revendiquent dans leurs travaux. Ils fondent la société d'économie Le Plésienne, ce qui est tout à fait logique, qui va être très importante parce qu'elle va dominer au moment où la Belgique sera dans les grandes grèves de 1886, grève industrielle, agricole, grève générale, et ils vont lancer des petites séries d'enquêtes, d'observations de la réalité sociale, comme le dit Le Play, et se rencontrer qu'éventuellement il est question à ce moment-là de changer un petit peu la législation sociale. Oui, mais cela en résistant à l'idée de limiter la durée de travail, de limiter l'âge de travail des enfants, de limiter la pénibilité du travail des femmes, et surtout en réhabilitant le modèle du patronage, très fort en Belgique, où le patron, c'est tout à fait librement qu'il décide de prendre un peu soin de ses ouvriers, de fixer les gages, etc. Et seulement des ouvriers qui sont sobres et, sobres et honnêtes. Voilà, c'est la formule, sobre et honnête. La dernière phrase, c'est « la rerum novarum ». Tout cela est fait dans un deuxième temps pour rerum novarum, c'est-à-dire pour permettre à l'Église catholique de répondre à la question sociale avec des juristes extrêmement bien formés, le Plésien et thomiste. Et c'est la fondation à Louvain de l'école des sciences philosophiques et sociales, mais en réalité uniquement pour approprier la sociologie, la détourner de son but et l'orienter comme elle était mal définie. La sociologie, diront-ils, et c'est ma dernière phrase, la sociologie
deviendra une science, certes d'observation de la réalité, mais surtout une science avec une cause finale, prédictive et morale, et elle sera parfaitement conforme, en effet, à la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Je vous remercie.